Bonjour à ça commence bien, attends. Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche pour cette deuxième vidéo dédiée à l'astrophotographie au réflexe. Ce tuto est divisé en 3 parties. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de vue. Et vous allez voir, c'est plutôt dense. J'ai donc pas vraiment le temps de revenir sur ce que je vous ai dit précédemment. Je vous invite de fait à d'abord aller voir la vidéo sur la Voie lactée, puis à embrayer sur la première partie de cette série qui détaille la théorie. Les deux sont vraiment importantes, alors allez vraiment les voir, sinon vous n'allez pas piger tout ce que je vais dire maintenant. La vidéo d'aujourd'hui va se diviser comme suit. On va d'abord parler matériel, ensuite on va installer l'appareil photo sur la monture. Parce que oui, c'est un poil plus compliqué que d'utiliser un trépied conventionnel. Et pour finir, on va voir la prise de vue en elle-même et qu'il n'est pas suffisant de faire une seule photo. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour réaliser une astrophotographie, vous allez avoir besoin de ce matériel. Un appareil photo réflexe, un téléobjectif, un trépied très lourd et très stable et un intervallomètre. Dans l'absolu, vous pouvez remplacer le réflexe par un appareil plus basique si celui-ci dispose d'un mode manuel et d'un téléobjectif. Mais ne vous attendez pas à des miracles non plus. Le téléobjectif peut être basique, pas besoin d'un engin de guerre. Les téléobjectifs vendus en kit avec les appareils font largement l'affaire. Vous pouvez aussi vous passer de l'intervallomètre si votre appareil en possède déjà un. C'est le cas de certains boîtiers chez Nikon et chez Canon, il est possible d'installer le soft Magic Lantern sur son appareil pour en avoir un. Dans l'absolu, une simple télécommande filaire et un chronomètre font l'affaire. Mais c'est franchement pas pratique, vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Et pour finir, vous allez avoir besoin de 7 éléments clés. Une monture équatoriale motorisée. Nous avons là le strict minimum nécessaire pour réaliser une astrophotographie. Le strict minimum. Mais il est bien évidemment possible de voir plus grand. Il existe des montures qui peuvent porter de bien plus grosses charges, avec la possibilité donc d'avoir des focales bien plus démentes que 3 ou 400 mm. Elles sont en outre assez robustes pour porter une deuxième lunette qui servira à l'autoguidage. Avec un système d'autoguidage, votre monture est équipée d'une caméra qui se verrouille sur une étoile et corrige les petits écarts qu'il peut y avoir dans le suivi du ciel. La Star Adventurer possède un port d'autoguidage, mais avec un appareil photo, un téléobjectif et le contrepoids, on est déjà en limite de charge. Alors rajouter une lunette en plus, c'est un peu chaud. De même, vous pouvez troquer votre appareil photo contre une caméra CCD dédiée à l'astrophoto, dont les sensibilités sont parfois jusqu'à 50 fois supérieures à celles d'un capteur de réflexe. Avec tout ce matériel de pointe, vous pourrez réaliser des images à faire pâlir le télescope Hubble, mais tout ça, bien évidemment, se fait en passant d'abord chez le banquier. Parce que l'astrophoto, c'est cher. Sinon, on prend un Hasselblad. T'as vu ma montre de la Seconde Guerre mondiale? Mais je te hais toujours autant. Hein. Je vous citerai tout de même 3 accessoires bien utiles. Le pare-buée, aussi appelé pare-soleil par ceux qui ne font pas d'astrophoto, et la résistance chauffante. Quand le temps est humide, le pare-buée est efficace environ 1 heure. Ensuite, il peut être nécessaire de chauffer l'objectif ou le télescope, sans quoi l'observation devient impossible. Ces résistances chauffent juste assez pour maintenir la température de l'optique au-dessus de la température ambiante, prévenant ainsi le dépôt de condensation. Elles se branchent sur secteur ou sur allume-cigare et vous garantissent une nuit entière sans buée. Elles sont fabriquées par Do Not, mais elles ne sont pas données. Il existe plusieurs tailles, comptez 60 € pour celle-ci. Mais vous pouvez aussi envisager de faire ça vous-même si vous êtes bricolo. Le dernier des 3 accessoires, et sûrement le plus important, c'est la lampe frontale, avec un mode rouge. Elle vous permet d'avoir les 2 mains libres et surtout de ne pas vous éblouir à chaque fois que vous avez besoin de lumière. Je vous rappelle que vous allez observer des objets très peu lumineux et qu'il faut à peu près 20 minutes pour s'habituer pleinement à l'obscurité. Aujourd'hui, nous allons donc rester dans le domaine de l'astrophoto pour débutants. Une fois que vous vous serez fait la main sur la Star Adventurer, vous pourrez toujours passer à la vitesse supérieure. Mais commençons par le commencement. Si j'ai choisi de parler de la Star Adventurer, c'est parce que c'est l'une des montures motorisées les moins chères, mais aussi parce qu'elle est très pratique et précise dans son utilisation. Dans les montures concurrentes, nous avons la Ioptron Skytracker, mais elle est 100 € plus chère, ne porte que 3,5 kg et sa mise en station est, paraît-il, plus chiante à réaliser. Et avec mon 5D et mon 70-200 plus doubleur, j'en plafonne largement les 3,5 kg. Ensuite, il y a l'AstroTrack. Je m'orientais vers celle-là au départ.
Elle est capable de porter 15 kg de charge, mais elle coûte 200 € de plus. Et elle ne permet qu'un suivi de 2 heures. Et sa mise en station est franchement galère si on n'a pas le matériel approprié. Et la mise en station, on va le voir après, c'est super important. Sinon, on a aussi les montures plus grosses de chez Skywatcher, comme la NEQ3-2. Mais elle est 150 € plus chère, mais surprise, elle ne porte elle aussi que 5 kg et en plus il faut une batterie de scooter pour l'alimenter. Batterie vendue à part, bien entendu. Alors qu'avec la Star Adventurer, pour 370 €, vous avez un système complet et qui fonctionne avec 4 piles AA. J'utilise les piles rechargeables de mes flashs et comme ça je ne suis jamais en rade. Évidemment, si vous voulez prendre l'astrophoto très au sérieux, il faudra investir dans quelque chose de plus gros et cher. Mais pour le moment, voyons déjà ce que cette monture a dans le ventre. Nous allons maintenant voir comment utiliser ce joli jouet. Il est livré avec un manuel de l'utilisateur et comme c'est un joujou plutôt complexe, il est indispensable de bûcher ce bouquin avant de vouloir s'en servir. Mais je vais quand même... Non mais Arnaud, donne-moi ça. Je vais quand même vous expliquer comment ça marche. Installez votre trépied de façon à ce qu'il soit bien stable. On va le charger méchamment, faudrait pas qu'il vibre à la moindre occasion. Retirez la rotule et fixez la base de la monture. Cette pièce permet de faire tourner la monture sur son axe azimutal, c'est-à-dire parallèlement à l'horizon. Vissez la queue d'aronde sous le corps de la monture elle-même et fixez le tout sur sa base. Vous avez deux autres queues d'aronde. L'une permet d'y fixer une rotule et un appareil léger. C'est bien par exemple si vous ne voulez y monter qu'un petit boîtier et un petit objet. Mais avec un peu plus de matos, l'axe de la monture risque de subir un moment de force important qu'il va falloir équilibrer. Nous allons donc utiliser l'autre queue d'aronde à laquelle nous allons adjoindre le contrepoids. Fixez votre appareil sur la queue d'aronde, le contrepoids de l'autre côté et desserrez le frein de l'axe d'ascension droite. C'est l'axe principal de la monture, celui qui va permettre de suivre les mouvements du ciel. En jouant avec l'appareil photo, vous serez en mesure de constater si l'ensemble est équilibré ou pas. Ajustez la position du contrepoids pour que la rotation ne soit pas plus facile dans un sens que dans l'autre. Ainsi, le moteur ne peinera pas ou n'ira pas trop vite et votre suivi sera optimal. Ce type de monture est appelé une monture équatoriale ou encore une monture allemande. Nous avons donc l'axe de rotation azimutale dont j'ai déjà parlé et l'axe de rotation en latitude. Ces deux axes vont nous servir à mettre la monture en station. Il y a aussi l'axe d'ascension droite et l'axe de déclinaison. Le premier est celui qui est motorisé et qui va nous servir à suivre l'objet. Le deuxième nous servira à orienter notre appareil photo. Mais avant de pouvoir suivre précisément un objet, nous allons donc devoir effectuer notre mise en station. La mise en station, c'est le fait d'aligner précisément l'axe d'ascension droite de la monture sur l'axe de rotation de la Terre. Ensuite, avec le moteur pas à pas allumé, la monture suivra toute seule les mouvements célestes. Pour ce faire, vous disposez d'un outil, le viseur polaire. Il se trouve dans l'axe de la monture protégé derrière un cache. Si vous effectuez votre mise en station de nuit, vous pouvez éclairer le viseur. Mais le système d'éclairage n'est pas super pratique à utiliser quand l'appareil est déjà en place. C'est, je dirais, le seul reproche que j'ai à faire à cette monture. Vous pouvez faire votre mise en station avant d'installer votre appareil. Mais en l'installant dans la foulée, vous allez bouger même un peu votre monture et vous devrez sûrement affiner vos réglages par la suite. Je préfère donc tout installer d'abord et faire la mise en station une bonne fois pour toutes, une fois que tout est en place. Pour faire votre mise en station, vous allez devoir commencer par viser le nord grossièrement avec l'axe d'ascension droite. Une fois les premières étoiles visibles, mettez-vous en quête de l'étoile polaire. C'est dans cette direction que va devoir pointer votre monture. Vous n'êtes pas sans savoir que l'étoile polaire indique l'axe de rotation de la Terre. Mais il ne suffit pas de la pointer avec votre viseur polaire. Ce serait trop facile. Il se trouve que l'étoile polaire n'est pas tout à fait sur l'axe de rotation de la Terre. Et pire que ça, la Terre oscille lentement sur son axe de rotation, ce qui a pour conséquence de lentement changer la position de la polaire par rapport à cet axe. Mais heureusement, le viseur polaire de la Star Adventurer est quand même super bien foutu. Dans un premier temps, orientez l'axe de l'ascension droite pour avoir la polaire dans le viseur. Pour ce faire, aidez-vous des axes de longitude et d'azimut. La polaire est assez facile à reconnaître, c'est la seule dans son secteur à être aussi brillante. Dans le viseur, vous pouvez voir un réticule. Orientez-le à la verticale en desserrant le frein de l'axe d'ascension droite et en le faisant pivoter. En fonction de l'heure et de la date, la polaire va devoir se trouver quelque part sur ce réticule.
Pour savoir où exactement, vous pouvez vous lancer dans des calculs complexes ou simplement utiliser une application pour smartphone telle que celle-ci, Polar Finder. Elle n'est malheureusement pas gratuite, elle coûte 90 centimes. Donc je vous la recommande quand même. En connaissant la date, l'heure et votre position géographique, l'application vous montre immédiatement la position de la polaire sur votre axe. Et en plus, elle peut afficher les viseurs polaires de tout un tas de marques, y compris le viseur de la Star Adventurer. Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre ce que vous voyez dans votre viseur avec ce que l'application vous montre. Notez l'épaisseur du réticule. Il faudra placer la polaire sur l'une ou l'autre des lignes en fonction de l'année. Parce que, comme je vous le disais, l'axe de rotation de la Terre se déplace. Lentement, mais sûrement. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, c'est un poil plus chiant. Il n'y a pas d'étoile qui indique la position de l'axe. Vous devez donc placer les étoiles de la constellation de l'Octant dans les réticules prévus à cet effet. Faites votre mise en station de la manière la plus précise possible. Les vis de serrage vous donneront sûrement du fil à retordre, et vous devrez peut-être corriger le tir à plusieurs reprises. Mais c'est normal. Une fois que votre polaire est en place, votre mise en station est terminée. Votre monture est maintenant alignée sur l'axe de rotation de la Terre. Vous pouvez l'allumer et passer en vitesse stellaire. Vous pouvez aussi choisir la vitesse lunaire ou solaire pour suivre l'un de ces objets, ou encore l'une des vitesses alternatives disponibles pour un time-lapse. Notez au passage que vous devez bien choisir avec cet interrupteur la rotation pour l'hémisphère nord ou sud, sinon votre monture tournera dans le mauvais sens. Bref, maintenant que votre monture est en station, vous pouvez desserrer les freins des axes de déclinaison et d'ascension droite et pointer votre appareil vers l'objet que vous souhaitez observer. Mais si votre appareil n'est pas assez sensible pour voir des étoiles en live view, je vous suggère de d'abord viser un objet lumineux et ponctuel, comme un éclairage au loin. Vous pouvez par exemple utiliser l'éclairage public ou, si vous en êtes loin, comme je vous le recommande, demander à quelqu'un de se tenir à une cinquantaine de mètres avec une lampe torche à la main. Passez en focus manuel, en live view et faites le point. N'oubliez pas non plus de désactiver le stabilisateur si vous en avez un, sans quoi il risquerait de devenir fou et de vous brouiller vos images. Pour éviter que votre mise au point ne bouge par la suite, il peut être judicieux de fixer la bague par un morceau de ruban adhésif. Personnellement, je fais d'une pierre deux coups en la bloquant avec la résistance chauffante. Vous pouvez décider de faire confiance à votre bague de mise au point, mais ça m'est un jour arrivé de constater après 3 heures de pause qu'elle avait bougé. Pour éviter ce genre de frustration, franchement, fixez-la. Maintenant que votre mise au point est irréprochable, attendez que le ciel s'assombrisse et pointez l'objet que vous convoitez. À l'heure où je publie cette vidéo, M31 devient intéressante à photographier aux alentours de minuit. Ça peut être un bon objet pour commencer, et en plus, je vous explique comment la trouver dans la première partie de la vidéo. Pour viser votre objet, utilisez le mode Live View si votre appareil est très sensible, et le viseur optique s'il ne l'est pas. Une fois que vous pensez être à peu près dans la bonne zone du ciel, passez en mode bulb, choisissez une pause de 30 secondes à 1 minute sur votre intervallomètre, avec les ISO et l'ouverture au maximum. Votre objet devrait alors être visible à l'image. En fonction de sa position dans le cadre, vous devrez peut-être le centrer. Pour faire un réglage précis de votre monture, vous pouvez utiliser la vis sans fin sur l'axe de déclinaison et les flèches sur le corps de la monture pour la faire tourner sur l'axe d'ascension droite. Le mouvement est très lent, c'est normal, mais vous pourrez le voir dans le viseur. Une fois que votre objet est au centre du cadre, vous allez pouvoir déterminer votre temps de pause maximal. Alors, juste une parenthèse, en photo d'habitude, on ne met pas le sujet au centre. Mais il se trouve que c'est au centre que les capacités optiques de votre matériel sont les meilleures. Donc mettez-le au centre, vous recadrerez plus tard. Revenons-en à notre temps de pause. Avec une bonne mise en station, j'arrive à faire des pauses de 2 minutes sans constater de filet à 400 mm. Or, plus le temps de pause est long, mieux c'est. Mais s'il est trop long, vous constaterez un filet sur votre objet et la photo ne sera pas terrible. Aucune monture n'est parfaite et sans autoguidage, de petits décalages peuvent se glisser dans le suivi. Vous allez donc devoir déterminer le temps de pause maximal que vous pouvez utiliser. Faites plusieurs essais à des temps de pause de 30 secondes, 1 minute 30, 2 minutes et augmentez ainsi jusqu'à ce que le filet devienne décelable. Mais évidemment, arrêtez-vous avant. Si vous constatez un filet à des temps de pause de 30 secondes par exemple, c'est que quelque chose cloche. Vérifiez votre mise en station ou les piles de votre monture. Sachez aussi que plus votre focale est longue, plus le temps de pause sera limité. A contrario, si vous voulez faire une photo du cœur de la Voie lactée au 50 mm, vous pourrez poser plus longtemps. Maintenant que vous connaissez votre temps de pause maximal, posons-nous la question de la sensibilité ISO.
Pour capter un maximum d'informations, il est conseillé d'utiliser une sensibilité de 800 ISO sur les vieux boîtiers, 1600 sur les plus récents, voire 3200 sur les boîtiers plein format récents. Mais je vous conseille l'usage de boîtiers APS-C quand même, parce que vous allez photographier de petits objets. Le facteur de crop est donc un atout non négligeable. Dans l'absolu, la sensibilité ISO n'a pas d'importance, c'est juste un réglage de l'appareil. Mais le capteur reste le même et capte autant de photons. Vous n'en capterez pas plus en augmentant la sensibilité ISO, vous amplifiez juste le signal de ceux que vous avez déjà captés. Vous pouvez donc théoriquement utiliser la sensibilité que vous voulez. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a bien pour chaque appareil une sensibilité idéale. Vous pouvez consulter les travaux de Christian Buil sur le sujet. Mais en résumé, utilisez 800 ISO sur les vieux boîtiers, 1600 sur les récents et 3200 sur les pleins formats. Ne vous posez pas la question du bruit, nous allons littéralement l'éradiquer au traitement. Parlons encore de l'ouverture du diaphragme. Sur une bonne optique, comme par exemple le 70-200 de série L, je me permets d'ouvrir à fond. Sur un objectif de moins bonne qualité, une grande ouverture peut provoquer l'apparition d'aberrations chromatiques. Les objets pas très lumineux ne sont pas vraiment touchés, mais les étoiles deviennent baveuses. Si vous fermez le diaphragme, vous évitez ceci, mais bien évidemment vous perdez aussi en lumière et vous devrez rallonger votre séance de prise de vue. Pas la longueur des poses, la durée totale des prises de vue. Je vais en reparler dans un instant, mais d'abord, parlons encore brièvement de la longueur focale. Utilisez la plus longue dont vous disposez. À part les très gros objets comme M31 ou M42, ils devraient tous être plus petits que votre cadre et nous voulons un maximum de détails sur la photo. Je résume. Temps de pause ajusté pour être le plus long possible sans pour autant constater de filet sur les étoiles. Sensibilité ISO de 800 pour les vieux boîtiers, 1600 pour les plus récents et jusqu'à 3200 pour les pleins formats. Ouverture en fonction de votre optique. Fermez un peu le diaphragme si vous avez peur des aberrations chromatiques. Et la focale, la plus longue possible. Ajoutons bien évidemment l'usage du mode bulb et du format rond. Maintenant, si vous faites une photo, vous obtiendrez un truc comme ça. Et là, vous pouvez constater que votre objet est pas lumineux du tout. Mais vraiment, pas du tout. C'est normal. Le problème, c'est que si vous voulez développer une photo comme ça, vous allez devoir l'éclaircir à mort. Et tout le bruit de l'image va ressortir et le résultat sera dégueu. Il est donc temps que je vous parle des techniques de prise de vue en astrophotographie. Mais d'abord, un peu de théorie. Quand la lumière frappe votre capteur, on dit qu'il capte un signal lumineux donc. Mais en même temps, dans le processus, des parasites s'invitent. Il ne s'agit pas de lumière, mais d'informations électriques erronées produites par le capteur ou l'électronique du boîtier. Sur votre image, vous avez donc du signal et du bruit. Le problème, c'est qu'une fois que votre image est enregistrée, rien ne distingue le signal du bruit. Ils sont enregistrés ensemble et mélangés. Si votre signal est faible et que vous voulez l'amplifier, vous amplifiez de facto le bruit avec. C'est pas super gênant quand votre signal est très fort et que le bruit est faible, comme par exemple une photo à 100 ISO en plein soleil, parce que le rapport entre le signal et le bruit est très grand. Si je multiplie ce signal par 2, je vais multiplier ce bruit par 2 aussi. C'est pas très grave. Mais si j'ai un signal très faible et un bruit très fort, et que je fais la même chose, paf, j'ai un bruit immonde sur mon image. Sur une image astro unique, le signal est très faible, et ça, on n'y peut rien. Par contre, le bruit est très fort, mais ça, on peut y faire quelque chose. Comment ? Comme pour la photo de la Voie lactée, en empilant des images. En empilant des images, on va augmenter la différence entre le signal et le bruit. Les images ne seront pas plus colorées ou plus lumineuses. On va juste diminuer le bruit. Comme ça, quand on les traitera par la suite et qu'on augmentera le signal, le bruit restera en retrait. On pourra donc beaucoup mieux en faire ressortir les détails. Plus nous allons superposer d'images, meilleur sera le résultat. Mais au-delà d'un certain stade, la manip devient moins efficace. Pour les geeks, le rapport signal-bruit s'améliore avec la racine carrée du nombre d'images combinées. Par exemple, si le rapport signal-bruit est de 1 sur une image, en combinant 10, le rapport passe à 3,16, c'est-à-dire la racine carrée de 10. Pour 30 images, le rapport passe à 5,47, pour 50 images à 7,07, pour 100 images à 10 et pour 300 images à 17,32. Ça veut donc dire que si je veux diviser le bruit par un facteur 7, je dois empiler 50 images. Mais si je veux encore le diviser par 7, il me faudra en empiler 200 de plus. Donc, en astrophoto, il est important de faire des prises de vue les plus longues possibles pour capter le plus possible de signal. Mais il est ensuite aussi important
d'en faire le plus grand nombre possible afin d'éliminer le bruit. Mais ce n'est pas la seule chose que nous allons faire. Nous allons aussi calibrer nos images. Vous avez sûrement déjà entendu parler des darks, des flats et des offsets. Ils servent à la calibration. Pour avoir des fichiers de calibration efficaces, il faut là aussi en faire le plus possible. Parce que compte tenu des opérations effectuées avec ces images, et dont je vous épargne les détails, si vous en prenez trop peu, vous n'améliorez pas votre image finale, vous la dégradez. Le traitement de tous ces fichiers n'est pas super compliqué. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo, mais il est important de bien les réaliser et d'en faire le plus possible. De chaque. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons donc pour commencer ce que l'on appelle les bruts. Ce sont vos photos, les fichiers qui contiennent le signal et les différents bruits qu'on veut supprimer. Ensuite, nous avons les darks. Ils sont utilisés pour retirer le bruit généré par le capteur sur vos images brutes. Le meilleur moyen de les faire est de prendre des photos dans le noir, c'est-à-dire simplement avec le capuchon de l'objectif en place. Le bruit dépend du temps d'exposition, de la température et de la sensibilité ISO. Il est aussi particulier à chaque capteur. Les darks doivent donc être faits avec la même sensibilité ISO, le même temps d'exposition, la même température et le même appareil que les images brutes. Les offsets, aussi appelés bias, sont quant à eux utilisés pour enlever le signal de lecture du capteur. Chaque capteur génère un signal créé par le système électronique par le simple fait de lire le contenu du capteur. Pour créer des offsets, il faut prendre des photos dans le noir avec le temps de pose le plus court possible et la même sensibilité ISO que les images brutes. La température n'a aucune importance. Les flats, ou PLU, sont utilisés pour corriger le vignettage et les défauts d'illumination dus aux poussières ou aux taches sur l'optique ou le capteur. Ne comptez pas sur les profils de correction de Lightroom pour faire ça. Les flats sont bien plus précis. Pour créer des flats, il faut idéalement ne pas bouger l'objectif et ne pas changer la mise au point. Ensuite, vous devrez photographier quelque chose d'uniformément blanc. Vous pouvez vous bricoler une boîte à flats, comme certains le font, avec un flash ou une lampe torche, mais je vous suggère simplement d'afficher une page blanche sur une tablette et de la photographier en la plaçant juste devant l'objectif. Votre photo doit être exposée aux 2/3 de l'histogramme pour que les flats soient les plus efficaces possibles. Ils doivent tous avoir le même temps d'exposition et idéalement la même sensibilité ISO que les images brutes. La température n'a à nouveau aucune importance. Maintenant que vous savez tout sur la théorie de la prise de vue, il ne vous reste plus qu'à faire la vôtre. Commencez toujours par les images brutes, parce que si vous commencez par les darks et que le ciel se couvre ensuite, vous l'avez dans le cul. Alors que si vous avez déjà vos images brutes dans la boîte, le reste peut se faire sans avoir besoin de voir le ciel. Donc c'est pas si grave si le temps devient nuageux ensuite. Faites le plus d'images brutes possible, et quand je dis le plus possible, n'hésitez pas à en faire vraiment beaucoup. Par exemple, pour des poses de 2 minutes, si je fais 3 heures de prise de vue, j'en aurai 90. Et en astrophotographie, 3 heures, c'est pas beaucoup. C'est pour ça que c'est mieux à pratiquer l'hiver. À 19 h il fait nuit, on rentre bien moins tard que si on commence 4 heures de pause à minuit. D'ailleurs, vous pouvez même pousser le vice en étalant vos prises de vue sur plusieurs nuits. Vérifiez régulièrement que tout se passe bien. La batterie est-elle suffisamment chargée? La mise au point a-t-elle bougé? C'est hyper frustrant de passer 3 heures à attendre pour finalement se rendre compte que quelque chose a foiré. Et je parle d'expérience. Maintenant, je vérifie mes prises de vue au moins toutes les 20 minutes. Le reste du temps, je regarde un film dans la voiture. Une fois que vous avez un nombre conséquent d'images brutes, replacez le capuchon de l'objectif et faites exactement les mêmes photos. Ça va donner vos darks. Il n'y a pas de proportionnalité à respecter entre le nombre d'images brutes et le nombre de darks. Mais d'habitude, je passe à peu près un quart du temps sur les darks. Pour 3 heures de brut, je fais 1 heure de dark. J'essaye toujours d'en avoir au moins une trentaine. Un jour, je me suis fait contrôler pendant que je faisais de l'astrophoto. La maréchaussée m'a un peu prise pour un débile quand elle a vu que je faisais des photos du ciel avec le cache sur l'objectif. Mais c'était normal. Une fois que vos darks sont dans la boîte, passez aux offsets. C'est très simple, changez simplement le temps de pose. Passez en mode M et tout en gardant la même sensibilité ISO, choisissez le temps de pose le plus court possible. Ça va vite. Claquez une rafale d'une 50aine d'images et c'est bon. Et pour finir les flats, je place une tablette juste devant l'appareil et en touchant uniquement au temps de pose, je règle l'expo pour qu'elle soit aux 2/3 de l'histogramme. Et j'en claque une série aussi. Voilà, la prise de vue est enfin faite.
On est bien loin d'une photo prise à la volée en photoreportage. Bon, il est 3 plombes du mat, vous êtes bien mort, vous ne pensez plus qu'à une chose, à les roupiller. Très bien, rangez votre matos, stockez vos brutes, vos darks, vos offsets et vos flats dans un coin de votre disque dur. Quant à moi, je vous retrouve au 3e et dernier épisode pour le traitement de ces images. C'était Arnaud Thierry depuis le studio de Poche. À la revoyure! Un appareil. Sinon, bah, on peut juste prendre un blad, ça marche aussi. Je te hais. C'est quoi ta montre? Sans marque. Ouais, bah, t'as vu ma... Fais-le. Improvise avec la marque de la montre, fais ce que tu veux. Casse-toi le chat! Sinon, ben, on peut prendre un Hasselblad. T'as vu ma montre de la Seconde Guerre mondiale? Le pare-buée, aussi appelé pare-soleil par ceux qui font pas d'astrophoto, et la résistance chauffante. Quand le temps est humide, le pare-buée est efficace environ 1 heure. Ensuite, j'aurais pas dû faire ça. Et qui fonctionne avec 4 piles AA. J'utilise les piles rechargeables de mes flashs et comme ça je ne suis jamais en rade. Sauf avant-hier. Chat, tu fais chier. Nous allons maintenant voir comment utiliser ce joli jouet. Il est livré avec un manuel de l'utilisateur et comme c'est un joujou plutôt complexe, il est indispensable de bûcher ce bouquin avant de vouloir s'en servir. Mais je vais quand même vous expliquer. C'était sûr que j'y arriverais pas. J'étais sûr que j'y arriverais pas du premier coup. C'était génial, il faut que ça se pose sur le toit de la voiture pour que ce soit vraiment drôle. Ouais, mais j'étais sûr que j'y arriverais pas du premier coup. Cache-toi bien derrière l'appareil, si je te vois, je vais me poiler. Nous allons maintenant voir comment utiliser ce joli jouet. Il est livré avec un manuel de l'utilisateur et comme c'est un joujou plutôt complexe, il est indispensable de bûcher ce bouquin avant de vouloir s'en servir. Mais comme je vais... Pourquoi tu rigoles? Mais parce que je sens venir le gag, je le sens venir, tu vois. Soit simplement utiliser une application pour smartphone. Il y a un chat dans ton coffre aussi. Oui, dans mon coffre. Tu sors de là? Il est donc temps que je vous parle des techniques de prise de vue en astrophotographie. Mais d'abord, un peu de théorie. Miaou. Par exemple, si le rapport signal-bruit est de 1 sur une image, en combinant 10, le rapport passe à 3,16, c'est-à-dire la racine carrée de 10. Pour 30 images, le rapport passe à 5,47, pour 50 images à 7,07, pour 100 images à 10, pour 300 images à 17,4. Ça va trop vite. J'y suis pas arrivé.